Bonjour, j'ai le plaisir d'être ce matin avec Laurent Alexandre. Vous venez de publier, docteur, avec Olivier Babot, qu'on connaît bien aussi, Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA chez Buchet-Chastel. D'abord, c'est un plaisir de vous retrouver, Laurent Alexandre. Je ne sais pas si j'ai lu le même livre que certains de mes confrères. Certains ont des critiques, se sont attardés sur le titre, Ne faites plus d'études, en disant, voilà, Laurent Alexandre nous dit, faut plus faire d'études, ça sert à rien, c'est un provocateur. Moi, j'ai compris que le titre était justement un peu provocateur parce que vous nous dites presque l'inverse. Cultivez-vous, justement. Ne faites, ça sert à rien de faire des études très techniques parce que l'IA va vous aider, mais ce qui va faire la différence, c'est la culture générale. Ai-je lu le même livre? Oui. Avec Olivier Babot, dans Ne faites plus d'études, nous ne disons pas glander. Ce n'est pas une ode à la fainéantise. D'ailleurs, un chapitre du livre s'intitule L'ère de l'intelligence artificielle n'est pas fait pour les grosses feignasses. Il n'y a pas de place pour les feignants, il n'y a pas de place pour les gens qui ne travaillent pas, il n'y a pas de place pour les gens qui ne se forment pas. Mais ce que nous constatons, c'est que les cursus universitaires aujourd'hui sont totalement dépassés et ne forment pas du tout à être complémentaires de l'intelligence artificielle, la jeune génération. C'est pour ça que nous écrivons que l'université envoie nos enfants au casse-pipe, parce qu'elle ne s'est adaptée à l'intelligence artificielle ni dans ses méthodes, ni dans ses objectifs de formation. Elle continue à former comme si l'intelligence artificielle n'était pas là. Dans un métier comme le mien, la médecine, c'est particulièrement grotesque aujourd'hui. Alors, comment doit se comporter l'humain par rapport à l'intelligence artificielle? Car on observe aussi que l'intelligence artificielle nous fait perdre du potentiel intellectuel, comme si elle nous allait vers de plus en plus de facilité. On réfléchissait moins. On avait une tendance à être de plus en plus fainéant, même intellectuellement. Vous l'observez? C'est pas exactement ce que montrent les études. Les études montrent que ça augmente, ça amplifie les écarts entre les plus malins et les moins malins, les plus courageux et les moins courageux. Ceux qui travaillent, qui se servent de l'intelligence artificielle pour faire mieux, voient leur capacité intellectuelle augmenter. En revanche, ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour glander, voient leur capacité cognitive diminuer, c'est-à-dire qu'ils atrophient un petit peu leur cerveau. Donc, ce n'est pas une diminution générale des capacités intellectuelles que produit l'intelligence artificielle, c'est une augmentation des écarts entre ceux qui s'augmentent avec l'intelligence artificielle et ceux qui se diminuent. Ça veut dire aussi que ceux qui s'augmentent sont ceux qui prennent le temps d'analyser le résultat de l'intelligence artificielle, qui se relisent alors. Bien sûr. Du copier-coller. Si vous faites que du copier-coller, vous vous diminuez. Évidemment. Mais vous avez aussi un nouveau mode d'utilisation de ChatGPT aujourd'hui. Vous pouvez paramétrer ChatGPT dans le mode Study and Learn, qui est l'un des modes de ChatGPT, dans lequel ChatGPT ne vous donne pas le résultat, mais vous explique pas comment trouver le résultat. C'est un mode éducatif, pédagogue finalement. Et ce mode-là est un mode qui permet de maintenir l'effort et qui évite que l'on cède à la facilité. Alors, je vais un peu vous provoquer, Laurent Alexandre. C'est vrai que vous avez raison avec Olivier Babot quand vous dites faire des études, ça ne sert plus à rien, puisque l'IA, des études vraiment techniques, nous aident surtout, même par exemple quand on fait du développement informatique, c'est du no-code. Mais est-ce qu'avoir, par exemple, des connaissances en MS-DOS, finalement, peut-être que ce n'est pas inutile parce que ça nous permet de comprendre l'informatique, même ce que fait l'IA, de la même manière que d'avoir quelques connaissances en latin, nous permet de mieux comprendre notre langue. Alors, qu'il y ait quelques spécialistes du MS-DOS, oui, bien sûr, pour assurer la maintenance. C'est la base, hein, voilà, c'est l'architecture. Pour assurer la maintenance du noyau de Windows, qui comporte encore une petite partie de code qui venait de MS-DOS. Mais globalement, la plupart des gens n'ont pas besoin d'apprendre à coder l'informatique. La tâche la plus importante, ce qui est le plus important, c'est d'être capable d'être un chorégraphe, un architecte, finalement, des intelligences artificielles, d'être un orchestrateur. Orchestrer les intelligences artificielles, c'est la tâche la plus importante. Savoir quelle intelligence artificielle utiliser, comment l'utiliser,
bien comprendre son mode de fonctionnement, savoir la pousser dans ses retranchements. C'est ce qu'on appelle en langage technique le N-shot, c'est-à-dire ne pas se satisfaire de la première réponse de ChatGPT, mais continuer à discuter avec l'IA. C'est ça qui est particulièrement important aujourd'hui. Vous avez tout un chapitre qui est sur apprendre toute sa vie, et c'est parfois mal interprété parce qu'on nous parle, quand on dit apprendre toute sa vie, 99% de vos lecteurs vont penser formation continue. Or, vous, c'est pas forcément la formation continue qui est dans apprendre toute sa vie. Alors, c'est l'une des difficultés que la nouvelle génération va rencontrer. Une étude de l'OCDE montre que la durée de vie d'un savoir-faire professionnel est passée de 30 ans, il y a 40 ans, à 2 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un savoir professionnel dure de moins en moins longtemps. La durée de vie d'un savoir dure de moins en moins longtemps. Et donc, finalement, la durée de vie d'une compétence, elle est plus faible que la durée d'un cursus universitaire aujourd'hui. C'est bien tout le problème. Donc il faut un rythme totalement nouveau pour l'université. Il faut que le système éducatif s'adapte à une durée de vie très très courte, très très brève des savoirs et des compétences professionnelles. C'est passionnant parce qu'en fait ça veut dire que quand on va sortir 2 ans après être sorti de son système éducatif, tout ce qu'on a appris est déjà dépassé. C'est fascinant ce que vous nous dites. Une grande partie est dépassée et l'université n'a pas commencé en fait sa transformation, elle n'a pas commencé à réfléchir à son organisation à l'ère de l'intelligence artificielle. Prenons un cas pratique qui intéressera vos auditeurs. La médecine, mon métier. Alors, ChatGPT est bien meilleur que les médecins pour faire un diagnostic. ChatGPT est 4 fois meilleur que les médecins pour faire un diagnostic. Bon, soit, mais le plus grave n'est pas là. C'est que ChatGPT plus médecin, ça fait moins bien un diagnostic que ChatGPT tout seul. Et c'est là où on voit que toutes les études le montrent. Et c'est là où on voit le fait que l'université n'est pas adaptée, puisque l'université en médecine produit des médecins qui dégradent les performances de l'intelligence artificielle. Il y a un problème. Vous parlez de culture générale. Qu'est-ce que la culture générale ? Je vous pose la question bêtement parce qu'il peut y avoir plusieurs définitions. Lire les humanités, l'histoire, la connaissance du monde, tout ça c'est la culture générale. Et la culture générale, on considère que c'est l'un des points les plus importants pour la jeune génération. Parce que le futur va beaucoup bouger, la technologie va sans cesse se modifier. Pour trouver sa place dans un monde où la technologie galope, il faut être capable d'imaginer le futur. Or, il n'est pas possible d'imaginer le futur si on n'a pas une bonne culture historique. C'est la culture historique qui permet d'imaginer les futurs possibles et de se positionner dans ces futurs possibles et d'apprendre en fonction des futurs possibles qu'on anticipe. Donc, on insiste beaucoup dans le livre sur la culture générale et l'histoire, et on conseille aux parents de faire lire des livres d'histoire aux jeunes et aux jeunes de lire des livres d'histoire. Alors, certains vont peut-être vous rétorquer, docteur Alexandre. Voilà, si par exemple, à quoi cela va-t-il bien me servir d'apprendre à mon fils ou à ma fille l'histoire du protectorat ou de la colonisation, l'histoire des relations entre l'Arménie et puis l'Azerbaïdjan, l'histoire de l'Ukraine et Khrouchtchev qui a donné la Crimée, etc. Voilà, pour le boulot, certains vont dire prosaïquement, bon, si c'est ça ce que vous appelez l'histoire du monde, à quoi ça va nous servir ? J'ai des éléments de réponse, mais je préfère vous laisser. Ça va servir à comprendre le monde. Et comprendre le monde et anticiper le futur, c'est l'un des trucs les plus utiles à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans le livre avec Olivier Babot, nous anticipons les trucs importants pour l'avenir de nos jeunes, de nos gamins. Et Olivier et moi, nous sommes tous les deux pères de familles nombreuses. Il y a une bonne culture générale et notamment une bonne culture historique. Il y a l'adaptabilité, une bonne connaissance des systèmes d'intelligence artificielle pour être capable de les piloter, d'en être l'orchestrateur. Il y a le courage, la volonté d'agir, la volonté d'apprendre, la volonté de se former en continu, le courage de travailler.
Et puis, il y a ce que les anglo-saxons appellent l'agency, c'est-à-dire produire des choses, agir. Et notamment créer des startups, imaginer des nouveaux métiers, imaginer des nouvelles activités. Grâce à l'intelligence artificielle, il y a plein de nouvelles choses à imaginer, à produire, à construire. Il y a des milliers de startups à concevoir et à créer. Donc, ce sont les points qui nous semblent les plus importants pour donner un bel avenir professionnel à nos jeunes. C'est crucial ce que vous dites parce que parfois on a l'impression que même dans nos gouvernants, je ne vais pas faire de politique, mais dans l'actualité par exemple, la culture générale, ils ne savent pas ce qu'a été le traité de Versailles. Ils ont oublié avec cette règle, ne jamais, quand on a gagné une partie, humilier son adversaire. Parce que quand on l'humilie, il n'a plus rien, il se retourne contre vous quelques années plus tard. Donc même quand Vous on savez, a gagné, donc même dans les affaires, c'est peut-être la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? au Parlement, il n'y a pas que la culture historique qui manque à beaucoup de députés. Vous avez vu que notre prix Nobel d'économie, à Guillon, a déclaré dans les médias qu'il était affolé par la nullité et la faible culture économique des députés. Quand on voit Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et haut dirigeant mélenchoniste qui depuis des mois défend la taxe Zuckman et interrogé sur la taxe Zuckman, on se rend compte qu'il n'a rien compris et qu'il s'est complètement trompé sur ce qu'était la taxe Zuckman. Il a imaginé, il pensait que c'était un impôt sur le revenu, alors qu'en fait c'est un impôt sur le capital. On mesure le degré d'inculture dans tous les domaines, y compris dans le domaine économique, parmi les politiciens. Alors justement, tout cela plaide en votre faveur bien avant votre livre sur la culture générale par rapport à la culture dite académique, apprendre, parce que tous ces gens-là, Laurent Alexandre, ont quand même des bac+5, des bac+6, ils ont traîné sur les bancs des Sciences Po et des universités, et ils font des catastrophes quand ils sont au pouvoir. Et dans le même temps, vous avez eu des René Monory qui était ministre des Finances et qui a été dernier ministre des Finances, je crois après il y a eu Fourcade, mais enfin c'était quand même le dernier, à faire que la France soit un pays bien géré. Et il était garagiste. Oui, Monory est l'exemple même de l'autodidacte malin et utile à son pays, on est bien d'accord. Est-ce que cette génération, on l'a perdue? La génération qui a fait la France, on s'est trop attardé sur des diplômes qui ne valent pas grand-chose. C'est pas tellement une question de diplôme. C'est pas tellement une question de diplôme, c'est que le niveau des députés s'est effondré. C'est-à-dire que les gens malins et qui peuvent avoir une carrière professionnelle ne sont plus députés aujourd'hui, à quelques exceptions près. Donc il y a une médiocrisation de la classe politique au Parlement qui est très nette. En 1980, les députés étaient de bien meilleur niveau qu'aujourd'hui. Oui, mais en 80... Donc c'est une fuite, mais après 81 aussi, c'est une fuite des meilleurs en dehors de la politique à laquelle on assiste depuis plusieurs décennies. Peut-être une question stupide, qui n'a rien à voir. Est-ce que parce que c'était aussi des générations qui avaient connu la guerre, la souffrance et la débrouillardise? Peut-être, mais sans doute pas seulement. Les carrières dans le privé étaient moins attractives à l'époque, alors qu'aujourd'hui elles le sont davantage. Et puis l'État est devenu impuissant, donc être au Parlement n'est pas très intéressant, car le réseau de contraintes est beaucoup plus élevé qu'avant. Le degré de liberté d'un parlementaire aujourd'hui est presque nul. Voilà. Merci Laurent Alexandre. Avec Olivier Babot, vous signez Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Et j'ai ma dernière question. Demain, c'est-à-dire qu'il y aura ceux qui sauront maîtriser cette IA, qui seront cultivés, qui auront une belle culture générale, qui sauront manier cette IA. Et puis il y aura une sorte de tiers-monde ou de quart-monde de gens qui seront paumés face à cela. Nous rentrons dans une économie de la connaissance. Et nous sommes concurrencés par l'intelligence artificielle, donc mécaniquement, les gens les plus travailleurs, les plus innovants, les plus intelligents auront des plus belles carrières que les gens feignants, pas innovants et pas très intelligents. C'est moralement injuste, mais c'est une évidence. Dans une économie de la connaissance,
il y a une prime importante pour les gens les plus malins et les plus innovants. Pourquoi est-ce moralement injuste? On a toujours appris qu'il fallait être plus débrouillard, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Vous n'avez pas dit les gens les plus riches, vous avez dit les gens les plus débrouillards. Attention. Bien sûr. Mais par rapport à l'idéal égalitariste très français, le fait qu'il y ait des différences en fonction des capacités aujourd'hui est devenu quasi tabou. Merci Laurent Alexandre, c'est le livre événement Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA aux éditions Buchet-Chastel. Merci Dr. Merci.